utazi cyo cyago cy'ubukolonize arakibarirwa kiragatsindwa kuba umucakara kandule wawe ukitwa igitutu kanduza ubwenge ukitwa ikibaji kandule imyoza nta bibi nkabyo biragatsindwa wowe munyarwanda utigeze ubimenya turi igitambo ushimira Imana urakayihorana shimira Imana mwana w'iwacu ntabwo wigeze umenya icyitwa amaceri waje twigenga usanga ruresi usanga imihanda ari nyabagendwa usanga amavuriro arorohora usanga inganda nakubwirwa usanga ibiretaroro yanjye ubwo mu gitondo ndi kunywa icyayi kandi banavuga rikijyana shimira Imana waje kwigenga. Très chers compatriotes, bonjour. Ce 1er juillet 2020, nous nous réunissons pour célébrer l'indépendance de notre très cher pays, le Rwanda. Et comme chaque année, nous avons l'habitude de nous réunir, mais juillet 2020, situation sanitaire oblige, nous avons été obligés de nous rencontrer en petits groupes pour respecter les mesures de distanciation. Ainsi, le cercle des républicains qui organise chaque année cet événement vous confie à ces discussions en rapport avec l'indépendance du Rwanda. Et ce petit groupe d'aujourd'hui est composé par M. Bizindori Albert, M. Ndaïsaba Edison, M. Ndagijimana Jean-Marie Vianney, M. Simpunga Aloïse, M. Edouard Bonyubgabo, M. Edouard Serge et M. et Mme Bonyubgabo Christine. Le cercle des républicains qui organise cet événement, initiateur de cette rencontre, a pour mission principale la mobilisation du peuple rwandais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour commémorer les grands événements de son histoire récente, notamment la date de son accession à l'indépendance, le 1er juillet 1962. En effet, il y a 58 ans, le peuple rwandais recouvrait son indépendance. Les hommes et les femmes de très bonne qualité, par leurs actions courageuses, ont permis au peuple rwandais de retrouver son indépendance et sa dignité. Les Rwandais de tous bords sont appelés à entretenir cet acquis et ainsi pouvoir préserver les bases de l'unité nationale. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique et dans la continuité des rencontres intergénérationnelles afin que jamais ne s'éteigne le flambeau que nos aînés ont allumé. Chers participants, je vous remercie pour votre participation à cette réunion et je vais passer la parole aux deux intervenants qui vont circonscrire le sujet de l'indépendance du Rwanda, qui est divisé en deux parties. Une partie qui est en accord avec les intervenants, nous avons appelé le processus d'action à l'indépendance du Rwanda. Une deuxième partie que nous avons appelée la gestion de l'indépendance au Rwanda. Je passe la parole à M. Edison Ndaïsaba pour nous présenter le processus d'accession à l'indépendance du Rwanda. Nubwo kuwa mbere w'ukwa Nyakanga 62
kumva ingoma ziratutse kumva impanda ziroromye kumva impundu ziranaga nayo imiseke iraturagurika tubona kw'ijuru ryiza ry'iwacu haje umutuku umuhondo n'icyatsi tuterereye ati ibintu bisanzwe umenya ya muri bayimamo turigenze. Merci, Monsieur Apollinaire. Vous m'avez demandé de présenter la lutte du peuple rwandais pour son autodétermination. En effet, l'indépendance est une condition pour une nation, un pays, un État, dans lequel les résidents et la population exercent l'autodétermination et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. L'opposition de l'indépendance est le fait d'être régentée par une autorité coloniale. Pour ce qui concerne l'Afrique, le sort du continent fut décidé par la conférence de Berlin, au cours de laquelle les puissances européennes ont acquis des empires coloniaux en Afrique noire. C'est à partir de la conférence de Berlin que le Rwanda tomba sous le protectorat allemand. En effet, en 1896, le comité économique colonial allemand fut créé et le gouvernement délivrant l'autorisation impériale pour installer le protectorat allemand en Afrique de l'Est. C'est à partir de Dar es Salaam que furent créées des missions qui étaient chargées de pénétrer à l'intérieur de toute l'Afrique orientale allemande. Celles-ci comprenaient le Tanganyika, le Rwanda et le Burundi. Et ces derniers formaient avec le Luha, ça veut dire le Buha, le district de Jiji, au sein de la Deutsche Ostafrika. À partir de Dar es Salaam, les officiers allemands préparèrent leur entrée sur le territoire du Rwanda et en 1894, le comte Gustave Adolphe von Gotzen fut accueilli à Kageyo, dans le Kingogo, par le roi Rwabugiri. Par malice, le comte informa le roi du Rwanda qu'il s'agissait d'un traité d'amitié entre l'Empire allemand et son royaume. Après la mort du roi Rwabugiri et l'éclatement des troubles consécutifs au coup d'état de Ruchunchu, les troupes belges pénétrèrent au Rwanda dans la localité de Shangi. Pour obtenir la protection de l'Allemagne face à ce que la cour royale du Rwanda considérait comme une agression belge, le Rwanda signa en 1897 un pacte d'amitié avec le capitaine Ramuzai, pacte qui fut par la suite ratifié par le capitaine Bete. En 1899, fut créé le poste de Sumbura, qui était la capitale du Rwanda-Burundi, et le Rwanda et le Burundi devinrent 13e et 14e district de l'Afrique orientale allemande. En 1907, fut créée la résidence de Kigali, confiée au docteur Richard Kant. Entre-temps, il y avait un conflit frontalier à résoudre entre le Congo belge et l'Empire allemand. Si l'Allemagne traçait la frontière de l'Afrique orientale allemande par rapport au lac Tanganyika, le lac Kivu ainsi que la ligne des volcans, la Belgique, quant à elle, voulait suivre la crête Congo-Nil. Ce n'est qu'en 1910 que la frontière fut fixée complètement et en suivant la ligne médiane du lac Kivu, donnant ainsi à la Belgique le contrôle sur l'île d'Idjoui. Au Rwanda, l'Allemagne apporta son soutien à la classe dirigeante et l'aida à unifier le pays en matant notamment au nord-ouest du Rwanda, dans le Murera, les rébellions de Basebia et de Ndungutse. Mais l'Allemagne a eu juste le temps d'installer son administration. En 1914, ce fut l'éclatement de la Première Guerre mondiale en Europe. Peu à peu, cette guerre mondiale s'étendit sur les colonies en Afrique et la Belgique, occupée par l'Allemagne en Europe, participa en Afrique à la guerre contre l'Allemagne, aux côtés des puissances alliées. En 1914, les troupes allemandes attaquèrent les postes belges de Baraka et d'Uvira. En réaction,
les troupes coloniales venues du Congo attaquèrent le Rwanda et repoussèrent les troupes allemandes jusqu'à Tabora dans le Tanganyika, actuelle Tanzanie. En 1916, elle fit les jonctions avec les troupes britanniques venues du Kenya. Et en 1918, l'Allemagne et ses alliés perdirent la guerre partout et leurs colonies furent partagées par les vainqueurs. Lors de la conférence de Versailles en 1919, l'Allemagne de fait fut obligée de renoncer à son contrôle sur les colonies en Afrique. Le Rwanda et le Burundi furent contrôlés par la Belgique. Pendant cette période de la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a été créée avec comme principe de base le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle considérait que le territoire colonisé devait accéder à l'indépendance, mais que certains d'entre eux n'avaient pas atteint le niveau de civilisation nécessaire. C'est ainsi qu'en 1923, la Société des Nations donna à la Belgique le mandat d'aider le peuple du Rwanda, Burundi, à accéder à un niveau de civilisation nécessaire à son autodétermination. Malgré les efforts entrepris par la Belgique pour construire les équipements de base, notamment les routes, la présence belge au Rwanda n'a pas changé grand-chose sur la situation sociale qui prévalait à l'époque au Rwanda. Le bas peuple a continué à souffrir de son exploitation. D'une part, les gouvernants belges ont renforcé l'élite dominante et maintenu son oppression sur la masse, et d'autre part, ils ont transformé le Rwanda, Burundi, en une sorte de réservoir de main-d'œuvre pour les mines et les plantations du Congo belge. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies fut créée sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au lieu de préparer le Rwanda, Burundi à l'indépendance, la Belgique introduisit des réformes administratives qui firent du Rwanda, Burundi le 11e gouvernorat du Congo belge. Ceci signifie qu'en principe, la préparation du territoire du Rwanda, Burundi à l'indépendance devait s'aligner sur celle du Congo malgré les statuts qui étaient différents. Lors de la création de l'ONU, à la conférence de San Francisco, celle-ci remplaça par après, en 1946, le mandat de la Société des Nations au Rwanda, Burundi, par le régime de la tutelle, avec pour mission de développer et de faire progresser le pays pour le préparer à son indépendance dans les meilleurs délais. En 40 ans de présence belge, la masse paysanne est restée économiquement sous-développée. C'est une petite élite d'évoluer accéder au développement occidental. L'école était un demi-succès, car après l'école primaire, très peu de gens accédaient à l'enseignement secondaire, qui était le seul à déboucher sur un vrai travail respectable. Il y avait aussi le fait qu'au niveau de l'administration traditionnelle, du Mwami au sous-chef, les autorités traditionnelles administraient des terres, le chepteur, les travaux obligatoires et les cadres traditionnels pour la plupart Tutsi, de grandes familles abusaient de leur puissance en exploitant un petit peuple Hutu, Tutsi ou Twa. Les missions chrétiennes ont beaucoup œuvré pour le développement du pays, mais c'est une petite minorité de la population était christianisée à la veille de l'indépendance en 1962. Même si on remarquait des progrès certains en santé publique ou en agronomie, il y avait toujours une faiblesse au niveau des sciences et des techniques. Au milieu des années 50, il n'y avait au Congo belge et au Rwanda Burundi ni université, ni officier de l'armée. Pour se rattraper, la Belgique, en 1955, créa l'université officielle de Elisabethville, le Lubumbashi actuel, et pendant la même période, les catholiques créèrent l'université de Rovanium, qui est la branche africaine de l'université de Louvain. C'est dans ces universités que furent formées les premières universités du Congo belge et du Rwanda Burundi, qui pour la plupart ont terminé les études après l'indépendance. Ils n'ont donc pas pu aider à accompagner le peuple à sa libération dans les conditions respectables.
Au Rwanda et au Burundi, les assistants formés au groupe scolaire d'Astrida et des moniteurs formés à l'école normale d'Ozaza étaient les seuls à pouvoir trouver un travail. Les quelques anciens séminaristes étaient réduits à la débrouillardise, mais ce sont eux qui ont conduit le peuple dans sa marche pour se libérer contre l'oppression féodale et coloniale. Comme je l'ai dit plus haut, la Société des Nations et l'ONU avaient pour principe fondateur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ainsi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances commencèrent à inciter les puissances coloniales à accorder l'indépendance aux peuples colonisés. C'est dans ce cadre qu'ont commencé les luttes pour la décolonisation partout dans tous les pays du Sud. Nord-ouest de chez nous, nord-ouest du Rwanda, au Kenya, commençait après la Seconde Guerre mondiale la lutte pour se libérer contre la colonisation britannique. Ainsi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les troupes coloniales de l'Afrique de l'Est britannique, qu'on appelait King's African Rifles, rentraient dans les pays d'origine. Au Kenya, qui était une colonie de peuplement de la Grande-Bretagne, les anciens combattants ne purent pas supporter la différence de traitement vis-à-vis de leurs camarades d'armes blancs, car ceux-ci recevaient en guise de récompense d'immenses propriétés foncières pour des exploits qui avaient souvent été réalisés par leurs camarades noirs. C'est ainsi qu'en 1952 éclata la lutte armée conduite par le mouvement Mau Mau. Les crimes commis par les Britanniques contre les Noirs pour mater le soulèvement Mau Mau, surtout dans le Rift Valley, provoquèrent des condamnations de la communauté internationale qui demandait à la Grande-Bretagne d'accélérer l'indépendance du Kenya. Les échos de la révolte Mau Mau arrivaient dans les colonies belges et les intellectuels commençaient à réclamer l'indépendance. Il y avait aussi le fait que les pays libérés incitaient d'autres pays à se libérer. C'est ainsi que du 18 au 24 avril 1955, la conférence afro-asiatique de Bandung en Indonésie a été convoquée par le président Sukarno. C'est le père des Africains dont Mwalimu Julius Nyerere du Tanganyika, Kwame Nkrumah du Ghana, Abdel Gamal Nasser d'Égypte et les du FLN algérien y ont participé. Le mot d'ordre de cette conférence était la libération immédiate des peuples colonisés et l'obligation d'assistance des pays indépendants envers ceux qui étaient encore sous la colonisation. Quelques années, 2 ans seulement après la conférence de Bandung, commençait la conférence panafricaine d'Accra. En effet, le Ghana était devenu indépendant en 1957. Le Ghana était considéré comme, s'appelait la Gold Coast britannique, et était devenu indépendant avec la présence de Kwame Nkrumah. Et tout comme son homologue égyptien Abdel Gamal Nasser, il était décidé à mettre en œuvre les résolutions de la conférence de Bandung. Du 8 au 13 décembre 1959 fut convoquée cette conférence d'Accra sur le modèle de celle de Bandung, et la conférence panafricaine d'Accra avait rassemblé beaucoup de leaders panafricains. Le président Kwame Nkrumah désirait en faire une sorte de plateforme de lancement d'une politique africaine. Il exposa ses objectifs nationalistes et tenta d'imposer le panafricanisme comme moyen d'accession à la liberté. Beaucoup de leaders africains, dont Patrice Lumumba, du mouvement nationaliste congolais, y furent invités. De retour de cette conférence, Patrice Lumumba organisa un meeting à Léopoldville, dans lequel il demanda l'indépendance immédiate, contrairement à ce qu'avait préconisé le plan Van Bissen, selon lequel le Congo devait se préparer progressivement à l'indépendance sur une période de 20 ans. Comme le Rwanda-Burundi était considéré comme un gouvernement du Congo belge, les leaders du mouvement national congolais avaient commencé à faire des alliances secrètes avec les leaders indépendantistes au Rwanda et au Burundi. Mais rentré d'Accra, quand il organisa cette conférence,
ça créa une sorte de surchauffe au niveau des autres leaders congolais qui n'avaient pas participé à cette conférence. Et le mouvement Abako, qui à son tour avait programmé une conférence pour le 4 janvier 59, ne peut pas le faire parce que cette conférence a été annulée à la dernière minute par le bourgmestre de Leopoldville. Pour faire face aux condamnations unanimes de la communauté internationale et au sentiment d'insécurité généré par le soulèvement et les émeutes à Leopoldville, après l'annulation de cette conférence, la Belgique décida d'organiser la table ronde des belgo-congolaises du 20 janvier au 20 février 1960. À l'issue de cette conférence de la table ronde politique, l'indépendance du Congo belge fut programmée le 30 juin 1960. Cette surchauffe politique partout en Afrique a provoqué aussi au Rwanda et au Burundi des idées d'indépendance immédiate. Cependant, si dans beaucoup d'autres pays colonisés, les leaders politiques s'accordaient sur l'indépendance immédiate, il n'en était pas ainsi pour le Rwanda. Comme j'aurais souligné, contrairement aux recommandations du Conseil de tutelle de l'ONU, la Belgique n'avait pas préparé les Rwandais à l'indépendance. De 1948, des missions d'inspection de l'ONU étaient organisées au Rwanda tous les 5 ans et l'ONU recommandait la formation des cadres de base qui devraient diriger le Rwanda indépendant. Mais les privilégiés du groupe scolaire d'Astrida, qui n'avaient qu'une formation de niveau secondaire, n'étaient pas et non plus à mesure de gérer le Rwanda indépendant. Devant les inégalités et les injustices, le mécontentement populaire ne cessait de se manifester. Car les privilégiés demandaient le départ immédiat de la Belgique pour continuer à bénéficier de leurs privilèges, les leaders de la masse, Grégoire Kayibanda et Joseph Guitera à leur tête, demandaient la fin des injustices comme préalable à l'indépendance. En même temps, une partie de la classe des privilégiés exprimait dans la note intitulée « La mise au point » des idées opposées aux revendications de la majorité de la population et prêchait la domination éternelle de la majorité de quelques privilégiés Tutsi, à ne pas confondre avec tous les membres de l'ethnie Tutsi sur le reste de la population. En réaction à la mise au point, 11 leaders Hutu, Grégoire Kayibanda à la tête, rédigèrent un écrit intitulé « La note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda » adressé à la Belgique, dans laquelle ils exposèrent des revendications modérées. Ils posaient comme préalable à l'indépendance du Rwanda la fin des privilèges et la démocratisation des institutions. C'est dans ce cadre qu'à partir de 1959, des partis politiques furent créés, mais malheureusement sur des bases ethniques. L'UNAR, qui se disait proche du roi, demandait l'indépendance immédiate, même s'il avait une stratégie différente de celle du Rader, qui, lui aussi modéré, était pour une monarchie constitutionnelle. En 1958, Joseph Guitera transforma son association, la Prosoma, en parti politique, tandis qu'une année après, Grégoire Kayibanda en fit de même pour son mouvement social Mohutu, qui devint le Parti Hutu. Ces deux partis rejetaient l'indépendance immédiate et prenaient d'abord la démocratie et la fin des injustices. C'est dans ce cadre de bipolarisation politique que se produisit la révolution sociale de 1959. En 1959, au mois de juillet, le Mwami Mutara III mourut à Bujumbura. Cette mort inattendue du roi provoqua un vide car son entourage improvisa comme successeur un jeune inexpérimenté, le prince Jean-Baptiste Ndahindurwa, sous le nom dynastique de Kigeli V. Au lieu d'écouter les revendications de la masse populaire, l'entourage du Mwami improvisa, à partir d'août 59, une politique d'intimidation et massacra même quelques leaders Hutus considérés comme ennemis du Mwami. Par après, la molestation, le 1er novembre 59, d'un des leaders du Parti Hutu, Dominique Mbonyumutwa, devint comme une goutte d'eau
qui fit déborder le vase. Car il provoqua des troubles généralisés au cours desquels le peuple se dressa contre les autorités traditionnelles jadis considérées comme des seigneurs. C'est pour faire face à cette situation que la Belgique dépêcha des parakommandos pour ramener l'ordre et mit en place un conseil de guerre pour juger les auteurs des crimes présumés commis au cours de ces troubles. Plusieurs tentatives furent initiées par la classe politique pour mener une transition pacifique, mais le Mohamed Kigeli V, sous la coupe des leaders conservateurs, ne respectait pas la promesse de mettre en place un conseil provisoire qui reflétait la volonté populaire. C'est ainsi que le Parlement Hutu, devant cette radicalisation, alors qu'il était jusque-là pour la monarchie constitutionnelle, devenait maintenant le mouvement démocratique républicain. Or, comme vous le savez, qui dit la République exclut automatiquement la royauté. Devant le soulèvement de la population, une partie des dirigeants traditionnels qui espéraient obtenir le soutien des pays communistes pour attaquer le Rwanda, chasser la Belgique et récupérer les privilèges, quittant le Rwanda pour se réfugier dans les pays voisins, d'où ils comptaient mener des attaques armées. Entre-temps, pour préparer le Rwanda-Burundi à l'indépendance, les chefferies et les sous-chefferies traditionnelles furent supprimées et transformées en communes. Les élections communales organisées en juillet 1960 consacrèrent la victoire du Parlement Hutu et de ses partis alliés comme la Prosoma, et Grégoire Kayibanda devint Premier ministre en octobre 1960. Sous prétexte d'assister à l'indépendance du Congo, qui était programmée le 30 juin 1960, le Mohamed Kigeli V Ndahindurwa fit un voyage à Léopoldville et ne rentra pas au Rwanda. L'autonomie interne du Rwanda fut accordée par la Belgique au milieu du mois de janvier 61, mais c'était quelques semaines après une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies intitulée « La question de l'avenir du Rwanda-Burundi », par laquelle l'Assemblée générale recommanda à la Belgique de mettre en place une amnistie générale et inconditionnelle pour ses chefs et ses sous-chefs exilés, en vue de les permettre de rentrer au Rwanda et d'occuper les postes, et en même temps d'invalider les résultats des élections communales. Devant l'absence prolongée du roi et l'insécurité qui a empêché l'organisation des élections législatives en 61, un congrès de bourgmestres et conseillers communaux fut convoqué à Gitarama par le gouvernement Grégoire Kayibanda. Après le congrès de Gitarama, au cours duquel la monarchie fut abolie, l'ONU fut prise de court et demanda à la Commission des Nations Unies pour le Rwanda-Burundi d'organiser le référendum sur la monarchie en même temps que les élections législatives. Ce référendum fut organisé le 25 septembre 61. En présence des observateurs de l'ONU, le parti MDR Parlement Hutu et ses alliés remportèrent une majorité écrasante et la monarchie fut rejetée par la population rwandaise. Après ce référendum, l'ONU n'avait pas d'autre choix que de reconnaître la volonté du peuple. Il recommanda néanmoins la continuité de l'union Rwanda-Burundi. Mais pour des raisons pratiques, ces deux pays devaient se séparer car ils avaient opté pour des régimes politiques différents, étant donné que le Burundi avait maintenu la monarchie et que le Rwanda avait opté pour la République. En octobre 61, l'Assemblée législative élisait Grégoire Kayibanda comme premier président de la République du Rwanda indépendant et le Rwanda accéda à son indépendance le 1er juillet 1962, en même temps que le Burundi. Le lendemain, le Rwanda fut admis comme membre de l'Organisation des Nations Unies. U Rwanda rikimara kubona ubwigenge, umukuru w'igihugu yazindukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afatira ijambo muri Loni imbere y'inteko y'abibumbye. The Republic of Rwanda, as a member of the United Nations. Président, Excellence, de cette occasion qui m'est offerte, je remercie vivement
arashimira abafashije u Rwanda kugera ku bwigenge. Et le secrétariat général des Nations Unies, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à aider la République rwandaise à parvenir à son indépendance et d'avoir sa place au milieu des nations adultes et libres. J'ai fini ma présentation et je vous remercie. Je remercie M. Edison Daïsawa pour sa présentation et je passe la parole à M. Bizindori Albert pour traiter de la partie qui concerne la gestion de l'indépendance du Rwanda. La parole est à M. Bizindori Albert. Je vous remercie, Apollinaire Sina Igaya. Donc, je vais commencer directement. À travers la longue histoire de notre pays, peu d'événements font l'unanimité. La date du 1er juillet, qui commémore le recouvrement de l'indépendance nationale, ne fait pas exception à cette règle. On pourrait même dire tout simplement que cet événement n'est plus du tout commémoré que par quelques initiatives privées. Quel sens donne à cette date ceux qui continuent de la célébrer? Quel message souhaitent-ils partager avec leurs compatriotes? La date du recouvrement de l'indépendance nationale devrait se situer au-dessus des rivalités qui opposent les Rwandais dans la compréhension qu'ils ont de l'histoire de leur pays. Parce qu'avec cette date, le Rwanda devient une nation libre, indépendante, reconnue d'égal à égal par les autres nations du monde, petits et grands. Le peuple rwandais retrouve sa dignité, devient un peuple souverain, maître de son destin. Je comprends parfaitement les réticences de certains de mes compatriotes vis-à-vis de cette commémoration, au regard du contexte dans lequel notre indépendance a été obtenue. Je reste cependant intimement convaincu que nous n'arriverons pas à nous construire comme nation en gommant une partie de notre histoire ou en l'orientant dans un seul sens, souvent politiquement motivé. Un débat sain, mené avec suffisamment de recul, nous permettra d'en tirer des leçons et de faire de cette histoire un tremplin pour construire un avenir plus consensuel. C'est en dialoguant et non pas en fermant le débat que nous nous sortirons du piège dans lequel nous sommes enferrés. Les pouvoirs publics ont le devoir de permettre ce débat et d'en favoriser une issue favorable. D'un point de vue très personnel, parler de l'histoire du Rwanda, échanger avec les autres, me permet de créer une mise à distance, un recul qui permet de me protéger moi-même, voire d'en tirer des bénéfices en brisant des barrières. Je ne fais pas l'histoire pour attaquer ou défendre quoi ou qui que ce soit. Je tenais à le préciser. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de faire cette présentation et je tiens à remercier ceux qui sont à la base de cette initiative.
Ma présentation est simple. Dans un premier temps, je vais parler de la colonisation belge et de ses conséquences sur l'évolution de la société rwandaise. Ensuite, je ferai une analyse très rapide de la marche du Rwanda vers l'indépendance. Enfin, la troisième et dernière partie sera consacrée à une analyse comparative au vu des éléments exposés précédemment. Quel regard pouvons-nous porter sur la situation du Rwanda d'aujourd'hui sur le plan sociopolitique et surtout quels enseignements ce regard croisé nous laisse-t-il? La colonisation belge. Donc, selon une définition simple du dictionnaire, la colonisation est l'occupation, l'exploitation, la mise en tutelle d'un territoire, un pays, par les ressortissants d'un autre pays. Elle part de l'idée de l'inégalité des peuples et des cultures. Les peuples supérieurs, se disant investis d'une mission civilisatrice envers les autres nations, et s'arrogeant le droit de les exploiter à leur profit. Les intérêts économiques sont, vous l'aurez compris, la principale cause de la colonisation. Les territoires colonisés sont à la fois des débouchés et des fournisseurs de matières premières pour les métropoles. À la fin du XIXe siècle, le Rwanda, à l'instar de la plupart des pays africains, tombe sous la coupe des puissances européennes. Occupation coloniale allemande d'abord jusqu'en 1916 et ensuite occupation par les Belges à qui le Rwanda est confié comme territoire sous mandat, puis sous tutelle depuis 1945 jusqu'à la date du recouvrement de l'indépendance. Le statut de territoire sous mandat est inspiré et basé sur le principe des Nations Unies ou de la Société des Nations de la reconnaissance des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. La Belgique a pour mission d'accompagner le Rwanda vers l'indépendance dans un avenir proche. La reproche faite au père de l'indépendance du Rwanda d'avoir reçu l'indépendance des Belges et non de l'avoir arraché de haute lutte, comme dans certains autres pays, perd de vue cet aspect. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Pour autant, la présence belge n'en est pas moins une occupation coloniale semblable à tout point de vue à ce que mettent en place les autres puissances coloniales dans leur territoire. Les caractéristiques restent les mêmes. La confiscation de la souveraineté nationale, les pouvoirs de décision sont concentrés aux mains des fonctionnaires expatriés nommés par la métropole. Les pouvoirs locaux, le Mwami et ses chefs, sont réduits au rang d'exécutants. Ils servent de relais aux ordres de l'administration coloniale qui décide pratiquement de tout. Ségrégation raciale. D'une manière générale, l'autochtone devient un citoyen de seconde zone et maintenu dans une condition inférieure, subalterne, infantilisante. Troisième aspect, exploitation au profit des sociétés de la métropole des maigres ressources du pays, bétail, minerais, matières premières agricoles, etc. Quatrième aspect, exploitation d'une main-d'œuvre abondante et servile. La colonisation belge ébranle la société rwandaise dans ses fondements. Les conséquences sont énormes et concernent les Rwandais dans leur ensemble, à niveau et à degrés différents bien sûr. Vis-à-vis de ceux qui détenaient le pouvoir, l'installation de l'administration coloniale avec un Mwami et ses chefs aux ordres d'une puissance étrangère est une entorse grave au pouvoir absolu du Mwami et à l'autorité de ses chefs. L'instauration du système électoral, même s'il est contrôlé et ne permet pas le renouvellement de la classe politique, remet en cause toute la légitimité du système. Les atteintes portées à l'institution Ouhake sapent les fondements de la justification de la domination. L'enseignement fait prendre conscience aux masses populaires de l'injustice du système. Conséquences vis-à-vis des masses populaires. Les réformes administratives mises en place structurent, fortifient les institutions traditionnelles sur lesquelles la puissance tutélaire base son organisation en laissant de côté les masses populaires et leurs problèmes. Le privilège naturel du noble est reconnu et renforcé par l'administration belge, autant sur le plan politico-administratif que sur le plan social et économique. La modernisation économique du pays, par l'introduction du travail forcé, Akazi, la généralisation du fouet, Ikiwoko,
rend la condition du petit peuple intenable. Il doit porter le fardeau de la modernisation du pays, en plus des prestations traditionnelles auprès de son Sheouja. Pendant une dizaine d'années, le pays devient un vaste camp de travaux forcés. Les Rwandais fuient massivement le pays. Le ressentiment contre la puissance coloniale est partagé par l'ensemble des Rwandais. La fin de ce système est vue comme une délivrance. Avec cette nuance importante qu'au sein de la sous-population Hutu, ce ressentiment se double d'une animosité contre les Tutsis, à la fois contre les seigneurs de la haute noblesse qui campent sur ces privilèges, mais aussi contre les petits Tutsis devenus les supplétifs du système colonial, contre Maître Ibrongozi. La marche vers l'indépendance. Au cours des années 50, dans la perspective du départ programmé des Belges, l'antagonisme Hutu-Tutsi est exacerbé et se cristallise autour de ce que devra être le Rwanda délivré de la colonisation belge et le rôle que chaque citoyen aura à tenir dans ce nouvel ordre. Deux discours se font face. Indépendance immédiatement, contre justice sociale et démocratie d'abord. Discours porté d'un côté par la noblesse Tutsi, qui veut préserver ses privilèges, et de l'autre par les leaders Hutus, qui réclament l'égalité de chance pour tous, l'instauration d'un régime démocratique, la mise en place d'une administration efficace fondée sur le mérite, les compétences et contrôlée par la population. C'est ce qu'on lit dans le manifeste des Hutus. L'indépendance va être l'aboutissement, non pas d'une lutte anticoloniale classique où les nationaux prennent les armes contre le colon, mais d'une rivalité entre composantes Hutus et Tutsis de la population. Une rivalité qui va dégénérer en affrontements et massacres. Les Rwandais, Hutus et Tutsis, sont tués. Un grand nombre de Tutsis, dont le roi lui-même, prennent le chemin de l'exil ou sont déplacés à l'intérieur du pays. C'est une date du 1er juillet, loin d'être consensuelle, qui voit le drapeau rwandais prendre la place du drapeau belge. L'indépendance se fait dans la douleur et porte les germes des crises que va connaître le pays dans la suite. Le Rwanda post-colonial. Depuis ce 1er juillet 1962, 58 ans viennent de s'écouler. Quel bilan pouvons-nous en faire? Les plus optimistes tournent les yeux vers les réalisations économiques et ne cachent pas leur satisfaction. Ceux qui le sont le moins et dont je fais partie, voient surtout la felure. Ce thème fait référence au roman d'Émile Zola, La Bête. Que désigne-t-il? Les héros de Zola, pour ceux qui ont pu prendre connaissance de ces livres-là, donc Gervaise, Jacques Lantier, sont des personnages d'apparence saine, vigoureux, mais ils souffrent de problèmes psychologiques, d'état, qui se transmettent de génération en génération. Ils se manifestent par, je cite, de subites pertes d'équilibre, comme des cassures, des trous, par lesquels son moi s'échappe au milieu d'une sorte de grande fumée qui déforme tout. Tout comme ces personnages, le Rwanda est un pays apparemment sain, un beau pays où il fait bon vivre, un pays qui offre à sa population des conditions idéales d'existence, des montagnes et des collines verdoyantes, des températures printanières toute l'année, d'abondantes sources, des pluies bien réparties sur toute l'année, arrosent une terre plutôt fertile et de riches pâturages. Tout naturellement, la population y est saine, vigoureuse, en bonne santé. Les Rwandais, du simple ouvrier au paysan éleveur, du simple ouvrier du paysan éleveur aux élites, sont de grands travailleurs et par ailleurs très ouverts aux idées de progrès. Les réussites sur le plan économique à l'intérieur, les réussites individuelles internationales apportent la preuve de cette bonne santé physique qui ne date pas d'aujourd'hui. Amadiya Mbere a toujours été la grande préoccupation des Rwandais, un leitmotiv qu'on retrouve dans les devises des différents pouvoirs qui se sont succédés. L'emblème de la royauté arbore cette devise, Inyabutatu Ijyambere.
La devise des première et deuxième républiques était liberté, coopération, progrès. Pour le MRND, unité, paix, développement. Et pour le FPR, unité, démocratie, développement. On peut dire que c'est un objectif qui a été poursuivi avec plutôt beaucoup de bonheur. Le soma est vigoureux, mais le germaine est la ferrure. La relative réussite sur le plan économique est contrariée par l'échec patent à construire une société juste, égalitaire, qui assure le bien-être de tous les citoyens. Pour faire plus simple et plus court, le Rwanda donne l'image d'un esprit malade dans un corps sain. Celle-ci, la ferrure, prend l'aspect d'un destin tragique passant d'une génération à une autre. Une cassure, un trou par lequel nous nous perdons peu à peu avant que la nation entière sombre dans le chaos. Au bord de cette cassure, fêlure, fourmille, foisonne des instincts, des comportements. Je vais en citer quelques-uns. L'exclusion, monopole du pouvoir sur le plan politique, les inégalités sociales, favoritisme dans l'enseignement, dans la santé, dans la fonction publique, des violences exacerbées à l'encontre de l'autre, qui se soldent par des exils, des emprisonnements, des assassinats, des massacres, brimades et humiliations dans le discours, spoliation, donc raquettes, destruction de biens, rançonnage des populations et des opérateurs économiques, infantilisation des citoyens, privés de toute possibilité de participation. Tels sont les comportements, les instincts, qui à des degrés divers ont caractérisé les différents régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Beaucoup de ceux qui m'écoutent vont sursauter, dire que je fais un faux procès à tel ou tel autre régime qui est à leur faveur. Ceci dépend du côté d'où l'on voit les choses. Apprenons aussi à regarder avec les yeux des autres. Je parlais plus haut de l'échec patent à construire une société juste, égalitaire, qui assure le bien-être de tous les citoyens. Comment cela se manifeste-t-il? Sur le plan politique, deux tendances se sont dessinées. La démocratie du nombre, celle de la première et deuxième république. Elle a maintenu le Tutsi en dehors du terrain politique et partant d'une participation citoyenne pleine et entière, sans que pour autant l'espace politique soit ouvert à tous les Hutus. Il fallait être coopté, correspondre à certaines normes. La démocratie du FPR. Fort de l'expérience démocratique des années précédentes, les dirigeants actuels du FPR ont mis en place un système complètement verrouillé. Le FPR contrôle tout le champ politique, impose ses choix politiques, impose aux autres partis ses dirigeants et ses représentants. Toute velléité d'opposition est sévèrement réprimée. Le contrôle de l'appareil politique se complète d'une mainmise complète sur l'économie du pays, avec partage des richesses entre un petit groupe coopté par le pouvoir, à l'exclusion d'une grande partie des Rwandais. L'absence de démocratie, les inégalités sociales, tout cela n'est rien en face des violences exercées à l'encontre de l'autre. Brimades, discours humiliants, emprisonnement arbitraire, exil, assassinat, massacre rythment la marche de notre histoire. C'est ce que je décris plus haut en ces termes. La fêlure prend l'aspect d'un destin tragique passant d'une génération à une autre. Une cassure, un trou par lequel nous nous perdons peu à peu avant que la nation entière sombre dans le chaos. Combien de Rwandais, du simple citoyen, celui qui n'a rien à voir avec tout ça, aux élites, ont déjà perdu leur vie dans ces stupides guerres depuis juillet 1962 à juillet 2020. J'avais entrepris de recenser tous ces moments où des Rwandais sont tombés sous les coups de leurs compatriotes. J'ai arrêté par peur d'en oublier ou de me retrouver au centre d'une polémique. Je l'ai dit, je le répète, assassinat, massacre rythment la marche de notre histoire. Combien en faudra-t-il encore avant que nous comprenions que la violence exacerbe nos problèmes au lieu de les résoudre? La vie des Rwandais, de tous les Rwandais, compte.
Ce piège a-t-il une fin? Pour certains, l'instauration de la démocratie et de la bonne gouvernance constitue la bonne réponse. Ce fut la réponse du Parmehutu. Le problème fut-il pour autant résolu? Les Tutsis, échaudés par cette expérience, se méfient de cette solution. La démocratie signifie pour eux l'écrasement par le nombre. Tant qu'ils le pourront, ils ne laisseront pas passer. Il y a une bonne partie des Rwandais qui croient que l'ouverture démocratique signifie leur arrêt de mort. Ils pensent, et c'est ce que fait le FPR, que le contrôle strict de tout l'espace politique, économique, culturel, associé à un développement économique qui assure le besoin de base de la population, manger, se soigner, envoyer son enfant à l'école, suffira pour asseoir la paix et la stabilité. La fronde qui secoue au plus profond de ses entrailles actuellement le pouvoir prouve le contraire. Sans parler de ceux qui, nombreux, relégués à la périphérie, restent silencieux, mais n'en passent pas moins que ce pouvoir a fait d'eux des citoyens de seconde zone. D'autres ont une lecture de notre histoire centrée sur la relation interethnique. Ils pensent que le nœud du problème rwandais s'articule autour du problème Hutu-Tutsi et que, en trouvant des solutions qui, dans la vie de tous les jours, rassurent les uns et les autres et leur assurent une participation sans entrave à la vie du pays, tout problème disparaîtrait. Cela signifie-t-il que si le Rwanda avait été uniquement peuplé par les Hutus, la première république aurait prospéré? Après que les Tutsis eurent échoué à la renverser, un Hutu s'en chargea, lequel à son tour dut déjouer un coup d'État dans son propre camp avant qu'une coalition Hutu-Tutsi mette fin de manière tragique à son régime. L'actuel régime qualifié de Tutsi fait-il le bonheur de tous les Tutsis? Les rescapés, Abaganda, Abarundi, Abaryankuna, autant de compartiments qui portent en eux les germes de la grande violence de demain. La solution se trouve, de mon point de vue, dans la prise en compte de tous ces aspects cités plus haut. Démocratie et bonne gouvernance, un développement économique qui assure le bien-être de tous, gestion du problème Hutu-Tutsi et autres problèmes connexes dont on ne saurait dire qu'ils n'existent pas sans être hypocrite. Mais le plus important reste, à mon avis, l'éducation des Rwandais à un changement de mentalité. Il faut éduquer le peuple rwandais en profondeur afin qu'il se libère des discours mortifères dont il a été abreuvé depuis des décennies. Ceci ne concerne pas une seule partie des Rwandais, mais les Rwandais dans leur ensemble. La méthodologie et le discours restent à inventer, mais je pense qu'il est grand temps de s'y mettre. Voilà, telle était ma présentation. Je vous remercie. Bon, merci, monsieur Bizindori, pour ta très brève et compréhensive intervention. Et pour la suite, je passerai la main à monsieur Ndagijimana Jean-Marie pour diriger les débats. Je vous remercie, Apollinaire, et cher président de la séance. Vous avez bien voulu que je sois le modérateur de cette réunion et je ne me contenterai pas de modérer, mais je ferai aussi le reste, c'est-à-dire que je vais probablement intervenir d'abord sur le sujet que viennent de nous présenter les deux intervenants. Et à cet égard, je demanderai à Bizindori peut-être de nous expliciter un tout petit peu la partie concernant les années de l'indépendance, pour être un peu plus diseur sur les raisons qui ont fait que tous les Rwandais n'aient pas perçu l'indépendance avec la même vision. C'est-à-dire que certains la voulaient à tout prix, très rapidement. Il l'a bien expliqué, c'est pour conserver leurs privilèges, tandis que les autres préféraient attendre. Pourquoi cette approche, cette vision de l'indépendance a soudainement cassé le pays en deux? D'une part,
En tout cas, la croyance populaire, c'est de dire que les Tutsis ne voulaient pas, plutôt les Tutsis voulaient l'indépendance tout de suite, alors que les Hutus ne la voulaient pas. Est-ce que tel était le cas? Est-ce que toutes les forces politiques du moment, c'est-à-dire des années 59, 60, 61, jusqu'en 62, pouvaient être rangées dans cet ordre-là? Est-ce qu'il y avait des partis politiques ou des mouvements sociaux qui étaient proprement Tutsis, exclusivement, et d'autres Hutus? C'est une question importante qui permettra à nos auditeurs de bien saisir la portée des conséquences de cette période-là. Je vous remercie. Bon, donc votre question, donc vous me demandez un peu d'expliciter la partie qui concerne les années de l'indépendance. Bon, je ne sais pas si je pourrais répondre de manière à satisfaire complètement vos attentes, parce que cette partie était beaucoup plus réservée aux premiers intervenants. Mais de par la connaissance que j'ai de cette période, je vais vous répondre. Donc, est-ce que pendant cette période, il y avait des partis qui voulaient l'indépendance et d'autres qui ne voulaient pas l'indépendance? La réponse est bien entendu non. Mais par contre, à cette époque-là, il y a des partis qui voulaient que dans les plus brefs délais, le plus rapidement possible, les Belges puissent quitter le pays. Et comme je l'ai déjà signalé, comme vous l'avez vous-même répété, c'était parce qu'ils voulaient camper sur leurs privilèges. Ils se disaient que les Belges s'en aillent et puis que nous retournons à un ordre antérieur qui nous était favorable. Ça, c'était le point de vue des partis dits royalistes ou des partis de la noblesse tutsi, comme l'UNAR. Mais il y avait de l'autre côté des partis, effectivement, comme la Prosoma, comme le MDR parmi Hutus, c'est des partis qui voulaient aussi l'indépendance, indubitablement, mais qui disaient cette indépendance doit d'abord être préparée. Il faut d'abord qu'on puisse dans le pays instaurer une certaine justice sociale, une certaine démocratie, afin que le pays accède à l'indépendance apaisée avec les mêmes droits pour l'ensemble des populations du Rwanda. Donc, Hutu et Tutsi. Ça, c'était le point de vue de l'indépendance. Mais est-ce que certains partis étaient exclusivement Tutsi et d'autres partis exclusivement Hutu? Bon, ça dépend de ce que l'on va entendre par Tutsi et par Hutu, mais dans le contexte de cette époque-là, dans la lecture qu'on fait de cette époque-là, il y a des partis qui sont dans une mouvance où ils défendent le maintien des privilèges que les Tutsis ont de manière séculaire. Donc, le maintien des privilèges, pas de changement. Donc, on peut citer dans ces partis-là le parti UNAR. Voilà, c'est un parti qui est pour les privilèges, le maintien du statu quo d'avant la colonisation. Voilà, ce parti-là, on peut le qualifier d'exclusivement Tutsi. À l'inverse, donc dans l'autre côté, le parti MDR est physiquement un parti exclusivement Hutu. Je ne sais pas si on peut citer quelques noms de Tutsi qui faisaient partie de ce parti. Il en existe certainement, mais qui pour moi serait à la marge. Il en existait certainement. Parce que c'était un parti qui s'affichait ouvertement pour l'émancipation du peuple Hutu. Ça, c'était son objectif. Mais il n'était pas dit que c'était un parti qui excluait les autres composantes de la population. C'était un parti, tout en étant un parti Hutu, militait beaucoup plus pour le petit peuple, les petites gens. Voilà, ça c'est une chose. Mais il existe d'autres partis, effectivement, mais dont l'importance était plutôt très limitée, comme le RADER et d'autres, qui se trouvaient à mi-chemin entre ces deux tendances-là que je dirais extrêmes, où on trouvait des intellectuels à la fois Hutu, à la fois Tutsi, qui voilà. Ceci dit, par exemple, le parti UNAR avait aussi parmi ses dirigeants des Hutus, mais qui en même temps défendaient cette hypothèse-là, cette thèse du maintien du statu quo. Voilà, c'est ce que je pourrais dire assez rapidement, mais voilà, j'attends que les autres aussi puissent compléter, qu'on puisse échanger sur cet aspect-là. Je vous remercie. Merci Albert. Je vais passer la parole à tous les invités, tous ceux qui souhaitent poser des questions à Albert Bizindori ou alors faire des commentaires, ils sont les bienvenus. Moi, je vais me hasarder à poser une autre question, Albert. Vous parlez du privilège, le privilège de la noblesse
ces privilèges qu'ils voulaient, c'est-à-dire les tenants de l'option indépendance immédiate, c'était quoi comme privilège? Parce que vous savez, il y a des jeunes rwandais, il y a des jeunes étrangers qui s'intéressent à la question rwandaise, il y a des occidentaux qui suivront votre conférence. Est-ce que vous pouvez en citer certains qui pourraient expliquer éventuellement, ou certainement d'ailleurs, la volonté des partis d'obédience Hutu de retarder un tout petit peu l'indépendance, c'est-à-dire pour être au même niveau que leurs compatriotes Tutsi avant le passage du flambeau par la Belgique aux nouvelles autorités rwandaises. Pourquoi les Hutus, par exemple, voulaient que l'indépendance soit retardée? Et pourquoi les autres ne voulaient pas? Quels étaient ces privilèges pour lesquels, en fait, il y avait une sorte de compétition, quoi. Voilà, merci. Bien, disons que je renverrai donc ceux qui veulent un peu comprendre de quoi il s'agissait au niveau des privilèges à la note sociale sur l'aspect du problème racial au Rwanda. Donc cet écrit-là que je cite est connu beaucoup plus sous le nom de Manifeste Bahutu. Donc il détaille d'une manière assez complète ce qui est considéré comme injustice, comme inégalité sociale à cette époque-là, et propose des solutions très concrètes. Donc, les premières inégalités, c'est sur le plan politique. Donc, la participation, ce qu'aujourd'hui on appellerait la participation citoyenne, parce que le pouvoir est entre les mains d'un groupe, il est exercé par un petit groupe, se transmet héréditairement, et les autres ne peuvent pas y accéder. Et même, comme j'ai pu le citer plus haut, la modernisation des institutions du Rwanda continue à faire la part belle donc aux tenants du système, parce que les élections n'arrivent pas à renouveler, à introduire une partie de la masse Hutu dans les instances de décision, que ce soit au niveau de la chefferie, au niveau de la sous-chefferie, tout cela reste monopolisé par la noblesse Tutsi. De même, au niveau de l'administration coloniale, donc tout ce qui est fonction que peuvent exercer les Rwandais, ils sont exercés par les Rwandais qui ont été formés de Butaï. Par contre, dans cette époque-là, ceux qui ont été formés au petit séminaire se contentent de petits emplois subalternes comme Abarimu ou auprès de l'église. C'est généralement auprès de l'église qu'ils trouvent du travail. Sinon, le travail qui est bien énuméré, le travail qui est le plus valorisant, comporte un certain prestige, est aux mains de ceux qui sortent du groupe scolaire auxquels ne peuvent pas accéder donc les enfants de la population, de la grande masse de la population. Donc ça, c'est une autre injustice, une autre inégalité sociale qu'ils réclament, c'est le droit pour donc l'accès pour tous avec les mêmes chances à l'enseignement. Voilà, donc ce sont ces aspects-là, au niveau économique, au niveau de départage des terres et tout ça. Voilà, donc les Vichingis qui sont détenus par une partie de la population, tandis que les autres ne peuvent pas. Et il y a bien sûr, comme je l'ai cité, la modernisation du Rwanda qui a introduit de grands travaux. Et ces grands travaux, qui est-ce qui doit les faire? C'est justement la population Hutu qui porte le fardeau de ces travaux à Kazi. Donc, malgré ce que certains veulent faire comprendre, à Kazi, c'est vraiment le fardeau de la population Hutu. Les Tutsis apparaissent comme contremaîtres, comme dans un rôle plutôt négatif, Kiboko, Wamagara et tout ça. Voilà, ce sont toutes ces injustices-là qui font que les richesses du pays, la participation à la vie du pays, donc sont concentrées entre les mains d'une partie de la population qui est numériquement minoritaire, tandis que la majorité de la population est pratiquement exclue ou mise de côté. Est-ce que cela répond à votre question? Parfaitement, Albert, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à faire sur l'exposé que nous venons de suivre ou les exposés? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, c'est Edouard Mbonibwabo. Donc, Albert, il a parlé de deux groupes, parmi, disons, ceux qui luttaient pour l'indépendance. Il a parlé de deux groupes diamétralement opposés. Au départ, il y avait des positions. Donc, il y avait qui voulaient l'indépendance immédiate et d'autres qui voulaient une certaine préparation. Donc, il y en avait qui souffraient
comment dirais-je, des problèmes sociaux, donc qui n'étaient pas associés aux affaires du pays et qui pourraient que les choses, au moins, que l'indépendance soit préparée, qu'il y ait un certain délai pour qu'il puisse aussi être associé, qu'il puisse y avoir une démocratie, et d'autres qui voulaient que l'indépendance se donne dans l'immédiat. À mon avis, l'indépendance a été donnée rapidement, mais les tenants de cette indépendance rapide n'ont pas été bénéficiaires. Quels sont les délais pour les autres? Voilà, moi la réponse elle va être simple, hein, parce que pour moi, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de préalable. Donc, tant que les préalables étaient obtenus, c'est-à-dire que la participation de tous à la vie du pays soit assurée, l'indépendance pouvait arriver. Ça pouvait se faire le lendemain, ça pouvait attendre 10 ans. Donc, pour eux, ce n'était pas une question de temps, mais c'était une question de préalable. À partir du moment où les réclamations qui avaient été bien définies dans le manifeste des Bahutu, parce que le manifeste des Bahutu et la mise au point sortent en 1957. Donc, c'est en 1957 que l'écrit mise au point sort le premier, qui demande l'indépendance dans l'immédiat. Donc, eux aussi demandaient pratiquement des préalables qui devaient prendre beaucoup de temps, notamment construire une université, construire des écoles, construire des industries, former ceux qui détiennent le pouvoir pour qu'ils puissent assurer le pouvoir dans un Rwanda indépendant. Ce que eux demandaient prenait aussi beaucoup de temps. Voilà. Alors, mais c'était plutôt des demandes de type matériel, vraiment très matériel, très centré sur l'économie et tout ça. Tandis que les autres, le MDR Pamehutu et ses alliés, eux, leur demande était beaucoup plus sociale, la justice, etc. Alors, c'est à partir du moment, donc, de 57 aux années 1960, il s'est passé quelque chose parce qu'il y a eu la révolution qui a vu la plupart des leaders Hutus accéder à des postes de responsabilité, des ministères, ils deviennent chefs, ils deviennent sous-chefs en plus grand nombre. Voilà, pour eux, à partir de ce moment-là, les conditions d'une indépendance étaient réunies parce que la démocratie pouvait se mettre en marche. Plus rien n'empêchait la démocratie de se mettre en marche. Il n'était pas question de temps, mais de préalable. Merci Albert. Est-ce que vous pourriez éventuellement ajouter quand même un élément qui a pu être décisif? C'est quelle a été la position ou la réponse de la tutelle belge aux revendications des différents partis, que ce soit les partis qui voulaient l'indépendance immédiate ou les autres. Quelle a été la réaction de la Belgique, en somme? Bon, la réaction de la Belgique, c'est beaucoup plus la réaction de l'ONU dont il faut tenir compte parce que la Belgique administre le Rwanda au nom de l'Organisation des Nations Unies. Alors, la réaction des Nations Unies à cette époque-là a été de pouvoir discuter de ce problème-là au niveau du Conseil supérieur du pays. Discutez-en et puis prenez des décisions. Effectivement, il y a eu des discussions. Bon, je ne vais pas m'aventurer à donner des précisions parce que je les ai pas en tête très exactement. Mais il y a eu des discussions, il y a eu plusieurs échanges à plusieurs niveaux. Et chaque fois, la réponse qui venait de la partie de la noblesse Tutsi, c'était il n'y a pas de problème Hutu-Tutsi. Le problème Hutu-Tutsi n'existe pas. Donc, en fait, c'était une demande qui chaque fois, n'était pas prise en considération, donc afin de non recevoir à chaque fois, ce qui, in fine, a conduit justement aux affrontements. Voilà. Donc, ils ont demandé, dans tous les cas, la demande des Hutus, la demande des partis Hutus était prise au sérieux, était entendable, donc du point de vue de l'ONU. Voilà. Mais ce qu'ils leur demandaient, c'est de pouvoir discuter et puis mettre en place, un système qui puisse convenir aux deux parties. Mais cela n'a pas été possible parce que il y a eu chaque fois blocage. Alors, il y en a qui prétendent, ou en tout cas qui écrivent, qui disent, qui soutiennent que la Belgique aurait pris parti pour les partis qui voulaient retarder l'indépendance. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça correspond à l'histoire réelle qui s'est passée entre 58 et 62? On peut penser que, dans la logique, effectivement, une puissance coloniale
ne va pas soutenir ceux qui demandent son départ. On peut soutenir cela et on peut soutenir qu'elle aurait tendance plutôt à écouter et entendre plus ceux qui souhaitent qu'elle reste un tout petit peu plus. Est-ce que pour le cas de la Belgique, cela peut être affirmé? Est-ce que la Belgique a je ne crois pas que pour la Belgique, l'enjeu était ceux-là, ils veulent que je reste un peu plus, ils veulent que je reste un peu moins, parce que de toutes les façons, il y a l'ONU qui était derrière et qui demandait à la Belgique de tout mettre en œuvre pour que le Rwanda puisse accéder à l'indépendance le plus rapidement possible. Les Belges devaient partir dans les délais les plus courts. Donc ça c'était une décision des Nations Unies. Les Nations Unies avaient établi leur propre calendrier. Elles avaient dit, vous mettez ceci en place, vous mettez ceci en place, vous mettez ceci en place, et puis vous donnez l'indépendance. Pour la Belgique, là, c'était acquis. Alors, la Belgique, il est indéniable, la puissance tutélaire belge a soutenu les mouvements d'émancipation Hutu. Cela, il serait totalement hypocrite de le nier. Mais l'ont-ils fait parce que les Hutus voulaient retarder l'indépendance? On peut dire non parce que dans les faits, de toutes les façons, l'indépendance a été donnée assez rapidement. Moi, je pense qu'ils l'ont fait pour beaucoup d'autres raisons dont on pourrait discuter ici. Est-ce que parce qu'ils se sont reconnus dans ces revendications? On sort d'une deuxième guerre mondiale. On a connu en Europe des situations qui sont assez difficiles pour les populations. Est-ce que ça fait qu'ils comprennent beaucoup plus facilement les revendications des Hutus? Est-ce que c'est une question d'amitié personnelle entre les leaders Hutus qui sont très proches des prêtres, qui sont très proches de Pérodin et qui a de l'influence auprès des colonisateurs? Tous ces aspects-là sont entrés en jeu, mais la position des Belges, c'est un point de vue personnel, n'était pas dictée par le fait de je pars vite ou je ne pars pas vite, parce que dans tous les cas, l'indépendance a été octroyée 3 années après. D'ailleurs, dès les années 60, on mettait en place un gouvernement autonome. Donc, je ne pense pas que cet aspect-là entrait en compte. Je vous remercie. Je m'appelle Aloïse Simpunga et je suis journaliste à Radio Rumuri. Après avoir écouté les deux intervenants sur l'indépendance du Rwanda et sur les circonstances qui ont été tout autour, ma curiosité de journaliste me pousse à faire 2 ou 3 réflexions à haute voix. Ma première réflexion, c'est que je constate que la période fin des années 50 et début des années 60 ne fut pas facile compte tenu des grands changements qui ont été dans la vie politique ou alors politico-administrative du Rwanda. 2 changements, à savoir le changement du régime monarchique basé sur la féodalité vers la démocratie. C'était en 1961. Et le deuxième grand changement étant celui de l'avènement ou alors de l'acquisition de l'indépendance, c'est-à-dire le passage de la colonisation à la décolonisation. Alors, ma réflexion, c'est celle-ci, c'est que ces 2 grands changements presque inespérés et subis devrait laisser des traces émotionnelles assez marquées chez pratiquement tous les acteurs de ce moment-là. D'une part, liesse et euphorie chez les uns et amertume chez les autres. La préparation et la transition émotionnelle chez les uns et les autres n'a pas été à la hauteur de l'intensité de l'influx émotionnel à ce moment-là, c'est ce que je pense. Ma deuxième et dernière réflexion, c'est celle-ci. Compte tenu de l'intensité émotionnelle des processus qui ont abouti à ces grands changements subis, des changements frustrants chez les uns et euphorisants chez les autres, il fallait s'attendre à ce que la gestion de l'après, ces 2 changements n'allaient pas être de tout repos. La preuve, c'est que quelques changements de régime de gouvernance presque 60 ans plus tard, je veux dire régime Mbonimutwa Kayibanda, je veux dire Habyarimana, je veux dire Kagame, les effets de cette période du grand tournant historique fin des années 50
début des années 60, continuent, ces effets continuent à faire des ravages. À se demander aussi si le colonisateur, par amertume, n'a pas abandonné le décolonisé, voire même laissé quelques petites pierres sur le passage dit décolonisé pour le futur. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Aloïs. Vous avez bien signalé qu'il s'agissait d'une réflexion, mais qui soulève quand même aussi des questions, et peut-être Albert pourrait-il prolonger la réflexion à haute voix aussi. Mais j'aimerais signaler un élément important. C'est vrai que la Belgique n'était pas très très contente de partir si tôt, comme l'a dit tout à l'heure Édouard. Mais il faut signaler aussi qu'à l'indépendance, le premier gouvernement Kayibanda avait des ministres belges. L'État, oui. Des anciens de la colonie qui sont restés au Rwanda, dont le ministre des Finances, je pense, et dont je ne sais plus combien ils étaient, mais en tout cas, ils étaient membres de ce gouvernement, le premier gouvernement post-indépendance. Et d'ailleurs, ils ont été, je dirais, à divers titres. Ils ont poursuivi leur travail. L'ancien ministre, le premier ministre des Finances, justement, post-indépendance. Après, il a été envoyé à Bruxelles comme le comptable de l'ambassade. Il est resté quelque temps. L'ancien commissaire, un commissaire qui s'appelait Beckers, il a été envoyé à Bruxelles aussi comme pour remplacer l'ancien ministre. Donc, ils sont quand même restés dans, je dirais, dans les engrenages du nouveau pouvoir qui n'avait pas tous les moyens nécessairement de tout contrôler. C'est vrai que la Belgique a continué certains ont même prétendu qu'il s'agissait d'une indépendance assistée. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y avait quand même de la vraie indépendance. Le pays est devenu souverain. Le pays a acquis les différents attributs de la souveraineté nationale, sauf qu'il a gardé de très bonnes relations avec son ancien tuteur, la Belgique en l'occurrence. Voilà, donc on peut continuer à réfléchir à haute voix. D'ailleurs, on n'est pas là que pour des questions. On peut tous faire des commentaires à haute voix ou poser effectivement des questions. Je vous remercie. Non, mais j'ajouterais justement à cela que le dernier résident spécial, le colonel Logiste, est devenu le premier ambassadeur de Belgique au Rwanda. Donc, il est resté au Rwanda. Et que il était tellement investi dans sa mission qu'en Belgique, on le surnommait l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, et pas l'inverse. Donc, je pense que les relations entre la Belgique et le Rwanda sont restées très cordiales, très intimes, et voilà, je ne vois pas d'animosité du côté de la Belgique. Bien sûr, la Belgique reste un État qui défend ses intérêts et qui les défendra en toutes circonstances, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu animosité, un peu comme on peut le retrouver de la part de Gaulle vis-à-vis de la Guinée, de Sékou Touré, etc. Non. Donc, on n'a pas eu de situation semblable, il me semble. Quant à l'euphorie de l'indépendance, oui, effectivement, j'aimerais bien vraiment que des gens qui étaient là au moment de l'indépendance nous disent exactement ce qui s'est passé. J'imagine pas. Et quand moi je parle d'euphorie de l'indépendance, je parle beaucoup plus de la population. Je ne parle pas de ceux qui prennent le pouvoir. J'imagine que ça devait être pour eux un aboutissement, voilà, donc quelque chose d'assez valorisant pour eux. Mais comment la population a-t-elle vécu les premières années d'indépendance? Voilà, ça c'est des expériences qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, parce que ça signifiait l'accès à la souveraineté, les élections et tout ça, voilà. Mais nous, il y a très peu d'écrits qui en parlent et je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Merci Aloïse. J'aimerais peut-être aussi contribuer à donner ma petite expérience, mais je donne quelques souvenirs de la journée de l'indépendance, puisque j'avais quand même 11 ans, j'étais un grand garçon, et je me trouvais ce jour-là devant les bureaux de ce qu'on a appelé ensuite la préfecture de Cyangugu. À l'époque, c'était, je sais pas comment on appelait ça, c'était pas le bureau de province, mais c'était Cyangugu. Cyangugu, territoire. Territoire, voilà, j'étais devant le bureau du territoire de Cyangugu, avec
les autres enfants, beaucoup de monde, hein, on était surtout venus voir le nouveau drapeau de la République rwandaise monter, la levée du drapeau. Et effectivement, c'était une expérience absolument unique de voir descendre le drapeau belge que nous étions habitués à voir depuis notre enfance, et puis monter le nouveau drapeau qui représentait la souveraineté du Rwanda. Il faut signaler qu'avant le jour de l'indépendance, pendant quelques mois, je suppose que c'est les Belges qui ont organisé ça. En tout cas, nous avons reçu la visite de l'abbé Gaspard Mudashimwa, qui était une célébrité déjà à l'époque. Hein. Mudashimwa, c'est l'abbé qui a été tué à Bouessero avec plusieurs de ses collègues par le FPR en 94. Eh bien, il a fait le tour du Rwanda pour expliquer ce que c'était que l'indépendance. Je me rappelle qu'il est passé de classe en classe partout. Rappelez-vous, à l'époque, les écoles appartenaient à l'Église catholique. Pratiquement toutes les écoles. Elles appartenaient à l'Église catholique, et donc ils ont envoyé l'abbé Mudashimwa, en ce qui concerne notre diocèse en tout cas, qui est venu dans les classes nous expliquer ce qu'il fallait comprendre par indépendance. Il nous disait, ubwigenge, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire l'indépendance, c'est pas aller voler la chèvre de son voisin. Ce n'est pas d'entrer dans la voiture de quelqu'un et la piloter sans autorisation. Des exemples qui, devant des enfants de 11 ans ou moins, parce qu'il a fait le tour des classes, ça sonnait vraiment très, très différent, alors que nous, on imaginait que l'indépendance, après l'indépendance, nous ferions tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on avait vu les Congolais faire à Bukavu. Moi, je suis allé en 60, pendant les périodes ou les dates de l'indépendance congolaise, nous, on pouvait enfin passer devant l'hôtel Métropole à Bukavu, sur le côté où était l'hôtel, alors qu'avant, on n'avait pas le droit, il fallait traverser quand on arrivait devant l'hôtel Métropole. Et donc, quand l'indépendance du Congo est arrivée, les Congolais venaient, ils s'asseyaient, ils commandaient même à boire, et ils partaient sans payer. C'était l'indépendance. Et nous, on se disait, mais on va aussi bénéficier de cette nouvelle situation, on va être indépendant dans notre pays. Et bien, l'abbé Mudashimwa nous a dit, c'est pas ça les enfants. L'indépendance, c'est être responsable, c'est assumer bien sûr la nouvelle souveraineté, et c'est participer à la construction de son pays, en toute indépendance. Et donc, on était quelque part préparé à une nouvelle situation, mais c'était encore flou malgré tout, c'était flou. En plus, ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'en 62, le pays n'avait pas les moyens vraiment de pouvoir assumer sa nouvelle liberté. On n'avait pas de fonctionnaires rwandais. Les quelques fonctionnaires qui existaient, ils étaient partis souvent à l'étranger, ils avaient fui le pays dans les années 59-60. Donc il a fallu qu'on cherche des fonctionnaires qui pouvaient être préfets, sous-préfets, bourgmestres, etc. Donc ça aussi c'était un gros problème. À mon âge, je ne le voyais pas, mais j'ai essayé de comprendre après comment ils se sont organisés vraiment pour gouverner ce pays. C'est peut-être ce qui explique que les Belges qui étaient au Rwanda aient pu rester un tout petit peu, attendre, aider la nouvelle République, le nouveau gouvernement à faire un pas avant qu'ils ne puissent seuls faire face aux problèmes du pays. Mais en tout cas, je peux vous dire que sur les collines du Rwanda, le jour de l'indépendance, ça a été une journée folle. Folle. Tout le monde était content. On chantait partout. On dansait. Alors que les Rwandais sont connus pour leur discrétion, ce jour-là, il y a eu un peu de bruit partout. Et surtout, bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans la cour de l'ancien territoire de Changougou, moi, ce que j'ai vu, mais j'ai interrogé les camarades de la même génération que moi. À Kigali, c'était la même chose. À Kibouye et Boutaré, partout. On retrouvait la même joie, la même folie populaire, si je puis dire ainsi. Ce qui a suivi, c'est autre chose. Moi, quand je me rappelle, puisque en ce moment-là, j'étais en 5e primaire, l'année suivante, j'ai fait la 6e, j'ai terminé, je suis allé à l'école secondaire. Je me rappelle quand même que lorsqu'on montait le drapeau
à la date du 1er juillet au séminaire de Nyundo, j'avais l'impression que c'était pas la fête pour tout le monde. C'est peut-être ce que a voulu dire Aloïs. Honnêtement, tout le monde ne faisait pas la fête. On montait le drapeau, mais on sentait qu'une partie des Rwandais ne comprenait pas trop pourquoi on fêtait, alors que le nouveau régime, les mettait un peu à l'écart. Lorsqu'on abordera cette question, peut-être à une autre occasion, à une autre conférence, je pourrais être plus disert, je pourrais expliciter davantage. Mais ça, j'ai vécu au petit séminaire de Nyundo lorsqu'on montait le drapeau. À la levée du drapeau le 1er juillet, il y a une catégorie de Rwandais qui ne se riaient pas, qui ne faisaient pas la fête avec les autres. Je vous remercie. Merci encore à vous deux, cher ambassadeur Ndayishimana Jean-Marie Vianney, cher Albert Bizindori, pour vos points de vue et expériences. Mais si vous me le permettez, je reviens aux difficultés que nous, les Rwandais, avons eu à gérer après ce grand tournant, après ces deux grands changements historiques, ce qui fait que même aujourd'hui, après, à 6 décennies près et à 4 changements de dirigeants et de régime, nous ne sommes pas encore stabilisés, en tout point de vue d'ailleurs, surtout en ce qui concerne le tissu social harmonieux. Justement, monsieur Simon, oui, c'était la plus grande partie de mon exposé, mais j'ai eu la surprise de constater que l'exposé a beaucoup plus les questions posées concernaient beaucoup plus la première partie historique, mais la partie après l'indépendance, voilà. Donc, parce que pour moi, il y a deux aspects. C'est l'aspect où le peuple rwandais s'est donné à fond dans les actions de développement et a plus ou moins réussi, c'est incontestable, mais avec cet échec patent justement à construire une société juste, égalité, qui assure le bien-être de tous. Ça, nous n'y sommes pas arrivés. Et voilà, et la difficulté des Rwandais, c'est justement de pouvoir dire, moi, pendant que j'y étais, moi, ça veut dire les miens, donc le parti politique dans lequel je me reconnais, ça allait mieux. Ça commençait à aller mal quand les autres sont arrivés. Voilà, donc j'ai dit quand même qu'il faudrait que les Rwandais apprennent aussi à voir avec les yeux des autres, parce que tous ces comportements-là dont j'ai parlé, instincts, comportements qui sont au bord de la cassure dans laquelle nous nous engouffrons, l'exclusion, le monopole, les inégalités, les violences exercées à l'encontre de l'autre, les brimades, les spoliations, c'est des éléments, c'est des comportements qui ont été adoptés par les différents pouvoirs et que les populations rwandaises, selon leur appartenance, ont subi tout au long de ces 50 années. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, qu'il faut accepter. Et voilà, si on veut construire notre pays, l'idée, ce n'est pas de se dire c'est la faute est à telle, mais c'est de pouvoir se dire nous en sommes arrivés là, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir maintenant. Voilà, et pas le discours que j'entends aujourd'hui où l'autre est diabolisé, où l'autre se victimise, où l'autre. Voilà, c'est une histoire dans laquelle nous avons tous nos responsabilités, bonnes, mauvaises, etc., et que nous devons assumer pour pouvoir avancer. Mais sinon, notre lecture qui est politiquement motivée, qui est tout ça, à quoi elle aboutit sinon à diviser encore plus, à brimer, à créer des ressentiments entre l'une ou l'autre partie de la population. Et on est toujours dans ça et il faudrait arriver à en sortir et c'est ce que j'appelle Guhindrimyumvie. Il faut que les gens évoluent dans leur mentalité et apprennent à se considérer comme une nation et pas comme des groupes. Voilà. C'était ça le point central de mon exposé. Mais effectivement, c'est une discussion qui est assez compliquée, qui est peut-être plus facile quand les gens sont ensemble, quand ils se parlent, quand ils se regardent, etc. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je participerai à des discussions autour de ces aspects-là. Je vous remercie, cher Albert. Et étant donné qu'il n'y a plus de questions ni de commentaires, je vais passer la parole à Monsieur Apollinaire pour qu'il clôture la séance d'aujourd'hui. Mais effectivement, nous avons intérêt à prolonger la discussion, le débat, les échanges sur la problématique et sur les questions qui ont peut-être mis le Rwanda en difficulté après l'indépendance. Pourquoi on en est arrivé là?
Pourquoi on est arrivé 30 ans après à un génocide? Et pourquoi on n'arrive pas, en fait, à s'en sortir, à penser les plaies? Pourquoi on en est toujours à mettre la faute sur l'autre? C'est toujours l'autre. Nous, on a toujours tout bien fait. C'est l'autre, c'est les autres qui ont tout mal fait. C'est effectivement la question à laquelle il faut répondre, comme le suggère Albert Bizindori et Aloïse Simpunga. Et je vous invite à préparer notre conférence qu'on pourrait tenir sur effectivement les solutions. Comment peut-on faire pour que finalement le résultat est de l'indépendance qui résume tout ce que nous avons fait depuis 62, pourquoi on est arrivé à un génocide et comment on peut faire pour que les populations rwandaises se rassemblent de nouveau, pour que chacun écoute l'autre, pour que chacun essaie de comprendre l'autre et que définitivement on tourne le dos à tout ce qui a été négatif et pour ne retenir que ce qu'il y a de bon, pour construire une nouvelle histoire commune. Donc je passe la parole à Apollinaire pour clôturer cette réunion. Monsieur Apollinaire, s'il vous plaît. Merci, monsieur Ndagijimana Jamari. Je profite de cet instant pour vous remercier tous. Et nous terminons par, je dirais, comme tous les pays, l'indépendance du Rwanda a connu des hauts et des bas. Mais si vous observez bien, les pays développés et la fête nationale, c'est la fête de l'unité, la fête où les gens où il y a un consensus. Et pour nous les Rwandais, et le problème persiste et l'idée serait de travailler, essayer de nous mettre d'accord sur notre histoire et ainsi pouvoir fêter l'indépendance dans les prochaines années dans l'enthousiasme de tout le monde. Aujourd'hui, 1er juillet 2020, les discussions ont été intéressantes sur l'indépendance du Rwanda, mais comme nous le constatons chaque année dans les pays, si je cite les grands pays développés tels que les États-Unis et la France, leur fête nationale, c'est la fête qui rassemble tout le monde. Et maintenant, notre groupe, le Cercle des Républicains, souhaiterait que nous tous nous réfléchissions de comment nous mettre d'accord, que ce soit les Hutus et les Tutsis, sur notre histoire, de façon à construire un avenir meilleur et faire en sorte que le 1er juillet soit la fête de toutes les composantes de la population et non les composantes d'un groupe. Ainsi, pour terminer, je souhaite vraiment que nous continuions à travailler tous ensemble et en aidant le Cercle des Républicains à continuer à organiser ces réunions qui doivent aboutir et qui doivent converger sur une compréhension, je dirais, commune pour s'engager dans l'avenir tous ensemble et protéger bien sûr les générations futures pour éviter qu'on retombe dans les événements du passé. Et je clôture cette réunion en vous remerciant au nom du Cercle des Républicains et rendez-vous l'année prochaine. Et on espère qu'on sera dans une grande salle et qu'on pourra faire mieux que nous avons fait aujourd'hui. Je vous remercie. Utazicho chako cy'ubukolonize arakibarirwa kiragatsindwa kuba umucakara kandule wawe ukitwa igitutu kanduza ubwenge ukitwa ikibaji kandula intyoza nta bibi nkabyo biragatsindwa. Wowe munyarwanda utigeze ubimenya turi igitambo ushimira Imana urakayihorana shimira Imana mwana w'iwacu ntabwo wigeze umenya icyitwa amakeri waje twigenga usanga ruresi usanga imihanda ari nyabagendwa usanga amavuriro arorohora
usanga inganda nakubwirwa usanga ibiretaroro yanjye ubwo mu gitondo ni kunywa icyayi kandi banavuga rikijyana shimira Imana waje kwigenga ariko ubwo buhire bw'ubwigenge kugira ngo tububone habayeho abagabo intandaro y'icyo cyiza mama wehe ndayikubwira niyo tariki itagira ukwita 59 wumva ubwo rubanda nyamwinshi rwari rwarapfukiranywe shiku n'uburetwa byararugize ingaruzamuheto numaze kumva ko igihe kigeze rutituranze ntabwo dushaka kubaho kintu turi abantu z'iki Rwanda turabiciye demokarasi irazica ubuhake mu Rwanda ubwo dusa nk'abavuye mu ijoro ry'igitasi ubu umunyarwanda araryarama araryama arasinzira n'impamo ariko akangutse yibuka ko akijijwe n'indingo y'icyago araboroga ajya mu ruhando ati munyamahanga hambira utwawe gira bwangu areba ikijisho turebe igitsure rubura gicarageza watindagiye tutigenda rwiza tukinguruke tubake igihugu cyacu warakivomye udusigiye isayo ariko nayo tuyigengeho nubwo kuwa mbere wumva Nyakanga 62 kumva ingoma ziratutse kumva impanda ziroromye kumva impundu ziranaga nayo imiseke iraturagurika tubona kw'ijuru ryiza ry'iwacu haje umutuku umuhondo n'icyatsi tuterereye ate ibintu bisanzwe umenya ya muri bayimamo turije